Chers amis, bonjour. S'appuyant sur la mémoire collective et des documents d'archives, j'ai mené depuis quelques années une enquête sur l'une des énigmes de notre histoire, vieille de plus de 2 siècles et non encore élucidée. Pour la mener à bien, j'ai interrogé des témoins et des acteurs de cette affaire passionnante qui n'a jamais cessé de hanter les imaginations. Ces témoins sont le capitaine Duhamel, le chanoine Ollier, le marquis de la Barthe, monseigneur de Choiseul-Beaupré, évêque de Mende, le père Trosselier et bien d'autres encore. Je vous invite aujourd'hui à me suivre dans cette enquête sur les traces de la mythique bête du Gévaudan, qui devrait nous réserver quelques surprises. Une brume épaisse nappait ce jour-là le paysage, absorbant l'immense forêt qu'arpentait une route sinueuse. Sur un sentier serpentant dans les vignes, des gendarmes avançaient lentement, en causant à voix basse. Ils ne semblaient pas d'accord entre eux. Le brigadier, exaspéré, s'écria soudain: « Vous pensez bien que nous ne sommes pas ici pour des prunes. J'ai des ordres. » « Des ordres ? Oui, parfaitement. Le procureur du roi a reçu avis que la bête était dans le coin. » « Oh, on a tant parlé de cette fameuse bête que je finirai par croire qu'elle n'existe pas. Il y a 6 mois que nous la cherchons sans la trouver. »« Oui, c'est vrai, mais on ne savait pas ce que c'était. »« Et maintenant ? » Maintenant, on le sait. » Une première apparition de la bête avait eu lieu près de Langogne, dans la forêt de Mercoire, en ces débuts de juin 1764, au cœur de l'Aveyron. Une petite paysanne qui gardait ses bêtes dans un pré fut soudainement attaquée par un animal ressemblant à un loup gigantesque, avec une gueule énorme et une raie noire dessinée sur le dos. La malheureuse parvint à s'échapper des griffes de l'animal en se réfugiant derrière son troupeau et s'en tira sans aucun mal que ses habits déchirés. L'horrible animal ne semblait pas s'intéresser aux bêtes, et il repartit aussi soudainement qu'il était arrivé. Les jours suivants, ce même animal, que l'on appela la bête, ne sachant pas quel nom lui donner, récidiva avec plus de succès en s'attaquant cette fois à une bergère, Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, qui fut tuée au village des Ubacs, près de Langogne, dans la paroisse de Saint-Étienne de Lugdarès, en Vivarais. Ce fut la première victime officielle de la bête. La malheureuse fut enterrée sans sacrement, n'ayant pu se confesser avant sa mort. Une deuxième victime est rapportée au mois d'août. Une enfant, habitant le hameau de Masméjean, paroisse de Puylaurens, gardant des moutons, est retrouvée morte, baignant dans son sang. Puis la liste des petites victimes de la bête s'allongea. Une seconde, à la fin du mois d'août, 4 en septembre, 1 en novembre et 2 en décembre. Si elle ressemblait, selon certains témoins, à un loup, la bête était de taille bien plus élevée, d'après l'une de ses victimes sortie indemne en décembre. Il avait la taille d'un veau, et pour le capitaine Duhamel, qui sera l'un des premiers à traquer la bête, elle était 2 fois plus longue qu'un loup et beaucoup plus haute. « Ce monstre doit avoir pour père un lion, disait-il. Reste à savoir quelle est sa mère. » Monsieur le chanoine Jean-Pierre Victor Ollier, vous êtes l'auteur d'une étude très intéressante sur les agissements de l'étrange animal. Dans cette étude, vous rapportez de nombreux témoignages. Pouvez-vous nous donner une description plus précise de cette bête au vu de ces témoignages ?
cet animal est tout à fait étonnant. Il est bas des pieds de devant qui sont forts et ses pattes sont extrêmement larges et armées de griffes redoutables, dont l'empreinte sur la terre molle ou sur la neige s'enfonce de la longueur d'un doigt. La tête est fort grosse et le front large. Elle va en diminuant, finissant en museau. La gueule énorme, quasi toujours ouverte, avec des dents si meurtrières et si tranchantes qu'elles séparent en peu de temps la tête d'une personne, en un mot, coupantes comme des rasoirs. Les oreilles sont extrêmement courtes, mais droites et relevées. Les yeux sont étincelants, qui inspirent de la frayeur. Le poitrail, beaucoup plus large, quasi comme celui d'un cheval, de différentes couleurs, les pieds de derrière plus hauts que ceux de devant, sans griffes, ne donnant presque pas d'empreinte, si ce n'est une espèce de talon. Les côtés du corps sont rougeâtres, le dessous du ventre blanc, avec une oreille noire tout au long du dos, la queue longue, fournie et retroussée. Il est d'une agilité et d'une vitesse extrême. Selon cette description, monsieur le chanoine, on ne peut pas vraiment prouver que cet animal vorace et féroce, ou plutôt ce monstre cruel, soit un loup. C'est tout à fait exact, mais néanmoins les témoignages concordent pour affirmer qu'il ne peut s'agir que d'un loup, notamment en raison de son comportement au moment de ses attaques. Ses proies sont essentiellement des femmes et des enfants, et il néglige le bétail, les animaux domestiques, tels les chiens, et les hommes, devant lesquels il préfère fuir. Vous avez également parlé de son agilité. Les témoins font régulièrement référence à sa vélocité et à sa rapidité d'exécution qui lui permettent de s'échapper, ainsi qu'à son pouvoir de se dresser sur ses pattes de derrière. Vous nous dites également, dans votre étude, que sa peau est extrêmement résistante, ce qui fait dire aux chasseurs que cet animal est invulnérable ou protégé par une carapace qui lui sert à se préserver des coups. C'est exact, et j'ajouterai que sa force est exceptionnelle et bien plus considérable que celle d'un loup. Elle lui permet notamment de dépecer ses victimes en peu de temps, dans des conditions horribles qui font passer la bête pour un être venant de l'enfer. Je vous remercie, monsieur le chanoine. J'ajouterai que l'observation des corps de ces malheureuses victimes révélait deux faits étranges. La décapitation de plusieurs d'entre elles, dont les têtes sont emportées puis retrouvées à plusieurs dizaines de mètres de là. Les habits des jeunes filles mis en lambeaux. Tel est le cas d'une bergère d'une douzaine d'années sur la paroisse de Paulac. La malheureuse est agressée vers 7 heures du soir, le 8 septembre 1765. M. Cosson est le porte-arquebuse du roi de France, le bien-aimé Louis XV, dont je signale au passage qu'il fut le seul roi de France qui naquit et mourut au château de Versailles. Pouvez-vous nous dire, M. Cosson, ce que vous avez constaté lorsque vous avez retrouvé le corps de cet enfant? C'était particulièrement horrible, et je n'avais jamais vu un tel spectacle. J'en suis encore bouleversé. Nous avions trouvé tout d'abord une partie de vêtements tout déchirés, et tout auprès une grande effusion de sang. Plus haut encore, il a été trouvé une partie de jupon toute délabrée par les plis qui étaient séparés, tous percés et remplis de sang. Beaucoup plus haut, dans une place de bruyère, a été trouvé, tout nu, le cadavre de cette pauvre fille, la gorge toute percée des crocs de cette cruelle bête, ayant la cuisse gauche toute mangée jusqu'à l'os.
vous confirmez bien qu'il ne pouvait s'agir que d'un animal. Absolument. Mais un animal incroyable. Je n'avais rien vu de pareil. Il a coupé et rongé cet enfant tout près de l'emboîture de la hanche. Et au ventre, il n'a été aperçu que des meurtrissures et des égratignures des ongles que lui a faites cet animal en la dévorant. Les attaques se multiplient à partir de l'été 1764, ainsi que des témoignages, tous plus édifiants les uns que les autres. Monsieur le marquis de la Barthe, vous possédez un petit manoir au cœur du Gévaudan, et vous avez vu cette bête en octobre 1764. Pouvez-vous nous la décrire? Oh, mais bien volontiers. Cette bête a la tête large, très grosse, allongée comme celle d'un veau et terminée en museau de lévrier. Le poil rougeâtre, rayé de noir sur le dos, le poitrail large et un peu gris, les jambes de devant un peu basses, la queue extraordinairement large et touffue et longue. Elle court en bondissant des oreilles droites. Sa marche au pas est très lente. Quand elle chasse, elle se couche, ventre à terre et rampe. Alors elle ne paraît pas plus grande qu'un gros renard. Quand elle est à la distance qui lui convient, elle s'élance sur sa proie et l'expédition est faite en un clin d'œil. Sa taille est plus haute que celle d'un grand loup. Elle est friande de sang, des tétons et de la tête. Revient sur les lieux et lèche la terre s'il y a du sang. Voilà une description très précise, monsieur le marquis, qui démontre que vous avez pu l'observer avec minutie. Nullement. En fait, je ne l'ai vu que subrepticement. Mais cependant, vous nous livrez de nombreux détails. Sans doute. Mais vous savez, en réalité, personne ne l'a vue, cette bête. Monsieur le marquis, permettez-moi d'insister. Vous l'avez vue ou vous ne l'avez pas vue? Mais oui, je l'ai vue, si vous voulez. Je peux même vous dire qu'elle n'a pas de griffes, puisqu'elle n'en a jamais fait usage. Toutes les plaies de ses victimes viennent des dents. En un mot, monsieur le marquis, vous ne savez pas grand-chose sur elle, même si vous dites que vous l'avez vue. Je ne sais pas grand-chose sur elle, et je vous dirais même que l'on ne sait absolument rien sur cette bête. Eu égard à sa grande timidité, ce n'est qu'un loup carnassier, je n'en doute pas. En définitive, comme ceux du marquis de la Barthe, les témoignages ne sont pas d'une grande fiabilité, sauf peut-être celui du curé d'Aumont, le père Trosselier. Père Trosselier, vous avez vu vous aussi la fameuse bête, et je crois que vous l'avez même dessinée. Le Seigneur, dans sa grande bonté, m'a permis en effet de l'observer à 3 reprises sans qu'elle ne s'en aperçoive. Mais voyez-vous, il n'est pas facile d'en dresser un portrait précis. Elle paraît tantôt fort grande, tantôt très petite. Elle se redresse parfois sur ses 2 jambes de derrière et badine de ses pattes de devant. Serait-ce un singe? Mais non, elle n'en a ni le corps ni la piste. Elle a des yeux de loup étincelants de feu et de rage. Fort leste, elle passe très vite de notre côté pour vous sauter dessus. Un de mes paroissiens l'a vue, grande comme un âne, poitrail large, tête et gros col, le museau comme celui de cochon. Tout à fait étonnant. Voilà le dessin que j'ai fait de cette bête farouche et extraordinaire, qui a été d'ailleurs publié par plusieurs journaux. En effet,
Elle ne ressemble à rien. Enfin, je veux dire qu'elle est tout à fait fantastique. Vous avez été certainement, père Trosselier, l'un des premiers à prendre conscience du danger que représente cette bête pour la population et à alerter les autorités religieuses. Dès la fin de 1764, celles-ci commencèrent à prendre au sérieux ces événements dramatiques. Mais leurs premières réactions furent de stigmatiser les gens qu'elles considéraient comme responsables de cette situation. Dans une région connue pour sa foi chrétienne, le mandement de l'évêque de Mende, monseigneur de Choiseul-Beaupré, va agir comme une menace envers ceux et celles qui s'écarteraient du droit chemin. Monseigneur, vous avez été nommé à la tête de l'évêché de Mende en 1723. L'année précédente, en octobre, vous avez assisté à la tête des députés des États de la province du Languedoc au sacre du roi Louis XV, ainsi qu'à l'Assemblée générale du clergé tenue à Paris, en votre qualité de député de la province de Toulouse et de la province d'Albi. Mende est une cité très ancienne, qui était nommée à l'origine Mimata, en référence aux montagnes verdoyantes qui l'entourent. J'ajouterai, si vous le permettez, que les premières traces d'habitation humaine retrouvées à cet endroit remontent à 200 avant Jésus-Christ. Mais la ville, à proprement parler, ne date que du Moyen-Âge, et on ne la retrouve citée qu'à la fin du VIe siècle par Grégoire de Tours. C'est le bienheureux pape Urbain V qui fit commencer les travaux de la cathédrale en 1368. Et à son achèvement, 100 ans plus tard, Mende devint le siège épiscopal du Gévaudan. Pour en venir à la bête, monseigneur, à la bête qui commet depuis quelques années des meurtres atroces et qui vous a conduit à lancer un mandement dont nous allons parler, je voudrais tout d'abord vous poser 2 questions très simples. Que pensez-vous de cette bête ? Et qui est-elle ? Je me garderai bien de nourrir de nouvelles angoisses, bien légitimes d'ailleurs, au cœur de nos campagnes, et je ne me prononcerai pas sur sa nature. Mais ce que je ne cesse de répéter, et ce dont je suis sûr, c'est que cette bête féroce est inconnue dans nos climats, et qu'elle est apparue tout à coup, comme par miracle, sans qu'on sache d'où elle pouvait venir. Partout où elle se montre, elle y laisse des traces sanglantes de sa cruauté. La frayeur et la consternation se répandent, les campagnes deviennent désertes, les hommes les plus intrépides sont saisis de frayeur à la vue de cet horrible animal et n'osent plus sortir sans être armés. Et il est d'autant plus difficile de s'en défendre qu'elle joint à la force, la ruse et la surprise. Ce monstre anthropophage fonce sur sa proie avec une agilité et une vitesse incroyables. Dans une espèce de temps très court, elle se transporte dans des lieux différents et fort éloignés les uns des autres. Elle attaque de préférence l'âge le plus tendre et le sexe le plus faible, même les vieillards, en qui elle trouve moins de résistance. Venons-en, monseigneur, à votre mandement sur la bête que vous avez envoyé le 31 décembre 1764 aux paroisses et aux communautés religieuses du diocèse. J'évoque la colère divine et les malheurs qui suivirent une longue guerre dévastatrice. Mortalité des bestiaux, grêle et orage ayant privé le laboureur du pain nécessaire à sa subsistance, cataclysmes climatiques de toutes sortes, terre qui tremble. Et vous en venez enfin à ce fléau extraordinaire qui exprime, plus que tout autre, plus que tous les autres encore, la colère de Dieu contre ce pays. Oui, la bête est le châtiment suprême que le Seigneur nous envoie dans son courroux, et nous devons le recevoir comme un châtiment salutaire. Vous brandissez donc la colère divine, monseigneur,
pour expliquer les actes de la bête. Tout à fait. La Bible offre d'ailleurs maints exemples d'animaux envoyés par Dieu pour châtier les humains. Les serpents au temps de Moïse, les ours qui vengèrent le prophète Élisée en dévorant 42 des enfants qui s'étaient moqués de lui, le lion qui tua le messager coupable de ne pas avoir tout dit à Jéroboam. Ainsi, vous soutenez, monseigneur, que la bête, c'est le Seigneur irrité qui l'aurait lancé contre nous. Parfaitement. Je vous l'ai dit, c'est le châtiment qui nous envoie en punition de nos fautes. Cette bête exécute les arrêts de mort prononcés par la justice divine. Je l'ai dit dans plusieurs de mes sermons, si elle tue vos enfants, n'est-ce point parce que vous les élevez mal, dans l'ambition, l'orgueil, le mépris des pauvres. Vous stigmatisez notamment la coquetterie des filles. Cette chair idolâtre et criminelle qui sert d'instrument aux démons pour séduire et perdre les âmes, ne mérite-t-elle pas d'être livrée aux dents meurtrières des bêtes féroces qui la déchirent et la mettent en pièces? Je vous le demande. Sans doute, sans doute. Mais n'êtes-vous pas pourtant un peu sévère envers notamment ces jeunes filles qui n'ont pas toujours conscience de ce qu'elles peuvent provoquer par leur tenue ou leur attitude? Peut-être, mais il est nécessaire d'exorciser le mal tant qu'il est encore là. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que l'iniquité n'est pas l'apanage du sexe et de la jeunesse, elle est générale. Dans votre mandement, vous ordonnez, monseigneur, que le 6 janvier 1765, le Saint-Sacrement soit exposé dans toutes les églises afin de chasser ce que vous nommez le fléau de Dieu. En effet, et j'exige également que 40 heures de prière soient récitées. 40 heures. À partir de 1765, en dépit des prières ordonnées par l'évêque de Mende, le carnage s'intensifie. Il devient urgent d'éradiquer ce monstre. En octobre 1765, Mercier et les chasseurs de Mende participent à une grande battue organisée par le comte de Morangiès. Elle a lieu le dimanche 28 avec 10 000 hommes environ venant de Saint-Chély, Aumont, Rimez, Javol. La chasse s'interrompt à la nuit tombée et reprend le 30, considérablement gênée par une neige abondante. C'est alors qu'intervient le capitaine Duhamel, à la demande de M. de Montcamp, gouverneur du Languedoc. Le capitaine Louis-François Duhamel, né à Amiens en 1732, jouit d'une réputation de bretteur et de redoutable chasseur. À la tête de 57 dragons, 40 à pied et 17 à cheval, il est bien décidé de faire figurer l'étrange animal en bonne place parmi ses innombrables trophées. Ces dragons, dans cette opération, auront un surcroît de soldes payés par le diocèse. 10 sols par jour quand ils seront en campagne, 5 autres sols les autres jours. Le capitaine Duhamel s'installe chez l'aubergiste Grassal, à Saint-Chély, où il déguste avec délectation le plat typique du pays, le fricandeau. Et dès le lendemain, muni de ses pistolets et de son sabre courbe qui atteint presque 1 mètre de longueur, il rejoint ses hommes et le comte de Morangiès pour préparer la grande battue. Il est optimiste, mais sa première chasse le 11 novembre ne donne aucun résultat. Les jours suivants, toujours aucun contact avec la bête. Celle-ci est introuvable. Bientôt, ce sont près de 40 000 hommes qui se rassembleront autour de Duhamel à la poursuite de la bête. On finit par la repérer, mais à chaque fois qu'on s'approche d'elle, elle vous file entre les doigts. Un jour, pourtant, Duhamel crut enfin parvenir à ses fins. Racontez-nous ça, capitaine Duhamel. Oui,
En effet, un jour, en fin d'après-midi, je fus assez heureux pour trouver effectivement cet animal insaisissable dans la section battue. S'il n'y avait pas eu l'imprudence de 3 de mes dragons, qui ne me savaient point poster si près d'eux, j'aurais tiré sur cet animal à 4 pas, car il venait droit sur moi et ne pouvait m'apercevoir. Mais mes dragons crurent bien faire en courant après lui et lui firent changer sa marche. Ah, j'en demeure inconsolable. Et que se passa-t-il ensuite? 2 de mes fourriers à cheval poursuivirent cette bête pendant près d'une demi-heure, toujours prêts à la sabrer, et si près qu'ils ne voulurent pas se servir de leurs carabines ni de leurs pistolets. Mais il se trouva un marais impraticable, où ils ne purent passer à cheval, et ils furent obligés d'abandonner l'animal qui gagna les bois. Ah, ce n'est vraiment pas de chance. Ouais, vous savez, dans ce cas particulier, nous avons affaire à un animal d'une agilité et d'une vitesse extrême, et de surcroît d'une grande intelligence. Il est fin et rusé, fait la distinction du sexe dont il est amoureux pour le détruire. Il ne séjourne jamais dans les bois, mais il passe aussitôt dès qu'il est poursuivi. Il se cache ordinairement dans les communs et les pâturés, sous des genêts ou genévriers, et lève sa tête pour examiner sa proie. Puis, il lui saute dessus en bondissant. Il est si fin et si rusé, comme on l'a encore remarqué il n'y a pas si longtemps, qu'il s'assit sur son cul, sur le haut de quelque roche ou quelque élévation, pour examiner ce qui se passe dans les vallons communs et pâturés. Et lorsque il veut s'approcher de sa proie, il va ventre à terre en rampant comme un serpent. Il a la peau dure, le poil long et luisant, la figure simiesque. À vous entendre, capitaine Duhamel, on peut se demander si l'animal qui vous a échappé est véritablement un loup. Ah, vous avez raison, mais je vous signale que personnellement, je n'ai jamais prononcé une seule fois le mot de loup. J'ai toujours parlé d'animal ou de bête. Il semblerait que le capitaine Duhamel ne se remît jamais vraiment de cet échec qui entacha sa réputation et courrouça M. de Montcamp, gouverneur du Languedoc. Cette affaire finit aussi par exaspérer le roi à Versailles. Elle finissait par avoir des conséquences politiques néfastes pour la monarchie. Louis XV était marié à Marie Leczinska, la fille du roi de Pologne Stanislas Ier, qui lui avait donné 10 enfants, dont 8 filles, appelées mesdames. La plus jeune, dite Madame Louise, supportait mal la cour et ses intrigues, ses jalousies et son cérémonial, mais surtout elle souffrait de voir son père qu'elle adorait s'afficher avec ses favorites sous le regard résigné mais indulgent de son principal ministre et ancien précepteur, le cardinal de Fleury. Parmi ses plus célèbres favorites, l'histoire a retenu la marquise de Pompadour et la comtesse du Barry. Comme il passait de plus en plus de temps dans les plaisirs et laissait les autres gouverner à sa place, il devenait de plus en plus impopulaire. Madame Louise l'interpellait régulièrement sur sa vie licencieuse. Lorsque l'évêque de Mende prononça son mandement, elle supplia son père de changer de vie, car lui aussi provoquait la colère de Dieu et fournissait à la jeunesse française un exemple pernicieux. Louis XV, les larmes aux yeux, lui promit de s'amender. Mais très vite, il reprit sa vie de débauche. L'affaire de la bête du Gévaudan était une épine dans son pied, pas seulement à cause des réprimandes de sa fille, mais aussi parce qu'on commençait à lui reprocher de plus en plus ouvertement son inaction et son indifférence, et on l'accusait de négliger les affaires de l'État. Ainsi, la guerre de 7 ans qu'il menait contre l'Angleterre était un désastre. Faute de mettre un terme à cette guerre, qui affaiblissait la France et l'endettait dangereusement,
il décida d'en finir une fois pour toutes avec cette bête qui narguait son autorité, et il fit appel à l'un des plus éminents chasseurs du royaume, le grand louvetier Martin de Neval, et lui demanda de se rendre sans délai en Gévaudan et de lui ramener le cadavre de la bête. Martin de Neval possédait à son tableau de chasse plus de 1200 loups, et il était persuadé que la fameuse bête était un loup, tout simplement plus intelligent et plus fort que ses congénères. Ce super loup n'avait plus qu'à bien se tenir. Accompagné de son fils, le louvetier partit donc à sa recherche et ne lésina pas sur les moyens pour la battre. Il en allait de son honneur. À plusieurs reprises, il s'approcha de lui, le blessa même, mais sans pouvoir s'en saisir. Au bout de 5 mois, sans résultat, lui aussi baissera pavillon et retournera dépité en Normandie. Quand il revint à Paris, ce fut pour constater sa disgrâce. Le roi ne lui pardonnait pas son échec. Je disais précédemment que l'affaire avait pris peu à peu un tour politique. On raillait de plus en plus ouvertement ce pouvoir monarchique qui se disait tout-puissant et qui ne parvenait même pas à tuer une bête qui faisait régner la terreur auprès de la population des campagnes, au cœur du royaume. Louis XV constatait avec effroi qu'au fil des semaines, son pouvoir de droit divin était mis à mal. L'année 1765 fut particulièrement terrible dans le Gévaudan. Ce fut l'année qui vit le plus grand nombre de victimes. On en dénombra 68, selon les registres de l'Église, disséminés sur une distance considérable, ce qui posait plusieurs questions. La bête avait-elle le don d'ubiquité? Y avait-il une ou plusieurs bêtes? Dès le mois de janvier, les attaques se multiplièrent. Le 15 janvier, à la Bastide de Lastic, c'est une vaillante fille de 20 ans, Catherine Boyer, qui, occupée à répandre du fumier, était attaquée, mais se défendit avec énergie et, délivrée à temps, put être rapidement conduite à l'hôpital de Saint-Flour et soignée aussitôt. Le 23, Jeanne Canavel, épouse Chabanne, 25 ans, eut moins de chance. Rentrant à son village de Chabanol, à la nuit tombante, elle tomba entre ses griffes. Sa tête fut arrachée et emportée, et son corps fut retrouvé au petit jour, à demi enfoui, à demi dévoré. Le lendemain, la bête sautait le mur d'une cour de ferme et emportait un enfant de 3 ans. Elle revint le lendemain, dit-on, et hurla toute la nuit suivante. Il faut à ce stade souligner les nombreux actes de bravoure de plusieurs de ses victimes, comme celui de la paysanne Jeanne Chastan, de la paroisse de Saint-Alban, qui délivra des griffes de la bête son fils, qui, malheureusement, ne survivra pas à ses blessures. Ou encore celui des enfants de Chanaleille, en Haute-Loire, et le formidable exploit d'un garçonnet de 12 ans que va nous raconter le docteur Labourdin de la commune de Saugues, qui soigna les enfants et fut l'un des premiers à recueillir leurs témoignages. Docteur Labourdin. Ce sont des enfants, 5 garçons et 2 filles du hameau de Villaret, non loin de Saugues, qui, en parvenant à repousser la bête, apportèrent la preuve qu'elle n'était pas invincible et que l'on pouvait s'opposer à elle, même sans armes. Ce 12 janvier 1765, ces enfants gardaient leurs troupeaux respectifs lorsque l'animal se jeta sur eux. Il n'avait pour se défendre que des bâtons avec une lame de couteau fixée au bout. Le gamin le plus vaillant était âgé de 12 ans. C'était un enfant très attachant. Il s'appelait Jacques-André Portefait. Aussitôt, il rangea ses camarades en bataille sur 3 rangs,
lui en tête, avec deux autres garçons de 11 ans, Jacques Coustou et Jean Pic. Les deux filles de 9 ans au milieu, et au dernier rang, les Benjamins, 8 ans, Joseph Panafieux et Jean Verrier. La bête tourne pour éviter les lames de la première ligne. Les enfants tournent aussi pour continuer à lui faire face. Mais elle est plus rapide qu'eux et saute au cou du petit Panafieux qu'elle terrasse. Les trois grandes de leur pique l'obligent à lâcher prise. L'animal recule alors de quelques pas, emportant et dévorant un lambeau de la joue droite du garçon. Puis il revient avec plus de fureur, tournoie et saisit cette fois l'autre petit garçon, Jean Verrier, dit Janou, qu'il renverse. Les trois grands font reculer le monstre à coups de pique, mais il reprend aussitôt le garçonnet et d'un coup de dent lui perce les lèvres. Repoussé encore, il revient à la charge quand l'enfant prend l'enfant par un bras et l'emporte. Portefeuille le poursuit, et il a alors l'idée géniale de le diriger vers un bourbier tout proche. Il fait signe à Coustou de passer d'un côté, et lui passe de l'autre, et la manœuvre réussit. La bête, tenant toujours l'enfant, s'arrête bientôt, ses pattes s'enfoncent, mais il ne lâche pas sa proie et s'apprête à la dévorer. Les enfants pensent que tout est perdu. Mais Portefeuille stigmatise sa petite troupe. Non, s'écrie-t-il, il faut le délivrer de toute force. Tous, alors, reprenant courage, suivirent ce capitaine courageux, même le petit à la joue emportée. Vise la tête, crie Portefeuille, les yeux, la gueule. Mais la bête tient toujours Janou sous l'une de ses pattes et n'entend pas le lâcher. Alors André lui assène un coup, sans doute mieux ajusté et plus efficace. La bête fait un bond en arrière et enfin lâche l'enfant. André, avec une témérité qui suscita l'admiration de ses camarades, se place aussitôt entre le petit et l'animal. Janou se lève, s'accrochant à la veste de son sauveur, tandis que la bête monte sur un tertre poursuivie par les enfants. Finalement, devant tant d'obstination, elle finit par abandonner la partie et disparaît aussi vite qu'elle était apparue. Le courage et la détermination de ces enfants restèrent très longtemps ancrés dans la mémoire de la population. André Portefeuille, pourtant de courage, de détermination, d'habileté, fut récompensé par le roi qui lui fit remettre 300 livres. Merci beaucoup, docteur Labourdin. J'ajouterai qu'André Portefeuille put entreprendre des études payées par l'État et devint officier d'artillerie. Il épousera en 1792 Isabeau Tessandier à Saint-Alban-sur-Limagnole, qui lui donnera 3 enfants, et il décédera en 1807, jouissant de la considération et de l'estime de tous. Dans l'église romane de Saint-Alban, on peut voir encore aujourd'hui, surplombant sa riche abside, un important clocher-mur à 3 baies, portant accroché à sa croix une bête du Gévaudan. Quant aux autres enfants, ils se partagèrent 300 livres. Janou aurait également entrepris des études et il se serait installé à Chanaleille où il aurait exercé la médecine. Au printemps 1765, des battues se multiplient, jusque dans le nord du Gévaudan, aux limites de l'Auvergne. Jean-François de la Chaumette et ses 2 frères traquent l'animal dans les bois. Ils tirent sur la bête qui est projetée contre un rocher, mais, bien que blessée, elle parvient à prendre la fuite en laissant derrière elle une dizaine de traces de sang, et dès le lendemain, elle fait de nouvelles victimes. Aux grands maux, les grands remèdes. Pour se débarrasser une fois pour toutes de cette bête et ramener la sécurité et le calme dans nos campagnes, Louis XV décida de confier la mission de l'abattre à son porte-arquebuse et lieutenant de ses chasses, François-Antoine de Beauterne. François-Antoine de Beauterne
C'était sa dernière carte. Du mois de juin au 3 novembre 1765, François-Antoine de Beauterne se lança à son tour à la poursuite de la bête, accompagné de 14 gardes-chasse soigneusement sélectionnés par lui-même. Alors que l'on parlait de plus en plus, comme l'évêque de Mende, d'une bête féroce inconnue dans nos climats, Beauterne était persuadé, pour sa part, que ce ne pouvait être qu'un loup, et le 20 septembre avertit qu'un loup de grande taille rôdait près du bois des Dames de l'abbaye de Saint-Julien des Chazes, dans l'Allier. Il se rendit aussitôt sur les lieux, même si jamais jusqu'à ce jour la bête ne s'était rendue de ce côté de l'Allier. Le 21 septembre, il débusqua l'animal à 50 pas de lui et tira. Il se targua aussitôt d'avoir abattu la bête qui ravageait la région et assura que c'était bien un loup. Certes de belle taille, d'un poids de 130 livres au moins, mais un loup, bien que sa description ne correspondait pas aux différents témoignages accumulés depuis plus d'un an. Mais peu importe. Il fallait obtenir un résultat très vite avant que ne s'installe l'hiver fort rude dans ce pays. Et il en allait de son honneur, sa réputation, et surtout, sa place privilégiée auprès du roi. Pour qu'aucun doute ne subsiste, Beauterne le transporta à Sorgues, où il le fit disséquer par un certain boulanger, chirurgien de la ville. Il alla même ensuite jusqu'à faire transformer sa dépouille grâce aux bons soins d'un de ses amis, taxidermiste, afin qu'il apparaisse plus monstrueux encore. Puis il le montra à Saint-Flour, à M. de Montluc, et prit la route de Versailles avec son trophée. Reçu en héros, le vainqueur de la bête présenta à la cour sa dépouille naturalisée. Le roi était ravi et félicita chaleureusement son porte-arquebuse. Louise ne put s'empêcher de verser un torrent de larmes et de remercier le Seigneur. Elle était persuadée que son père allait désormais changer son comportement et qu'il allait enfin se préoccuper du salut de son âme. Mais il n'en fut rien. On sait que Louise décida 4 ans plus tard de se faire religieuse et obtiendra l'autorisation de son père pour entrer en religion. J'en suis persuadé. C'est expressément pour expier les péchés de son père qu'elle prit cette décision et entra au Carmel après avoir écrit dans son journal « Verra-t-il ma résolution sans être touché de Dieu et sans retourner entièrement à lui? Moi, carmélite, et le roi tout à Dieu. » La séparation avec sa fille fut pour le roi une épreuve difficile, et il obtint du pape la permission de lui rendre visite une fois par mois. Pour en revenir au vainqueur de la bête, François-Antoine de Beauterne, il fut comblé d'honneur dans les jours et les mois qui suivirent son exploit. Le roi lui accorda la Grande Croix de l'ordre de Saint-Louis, ainsi que 1000 livres de pension. Peu importe les événements qui suivirent, le loup des Chazes était bien la bête, et Beauterne, celui qui la tua. Ce caractère officiel sera d'ailleurs confirmé en 1770 lorsqu'il reçut par brevet le droit de porter un loup mourant symbolisant la bête dans ses armes. Et pourtant, dans la réalité, les habitants du Gévaudan se rendirent vite compte que le pays n'avait pas été débarrassé de la bête, ce qui démontrait une fois de plus son invulnérabilité. Beauterne partit, elle continua son massacre, même si pour le roi l'affaire était close définitivement. Il ne voulut plus entendre parler de la bête. En 1766, elle fit encore 23 victimes, tout en se montrant plus prudente.
C'est finalement en 1767 qu'un certain Jean Chastel, assez mal vu de la population car on le disait un peu sorcier, mit fin à ses exactions en l'abattant dans un bois d'une seule balle à la sogne d'Auvers. Voici ce qu'écrivit le notaire royal Martin dans son procès-verbal rédigé le 20 juin 1767. Il ne ressemble vraiment au loup que par la queue et le derrière. Sa tête est monstrueuse. L'ouverture de sa gueule est de 7 pouces. La mâchoire est longue de 6 pouces. Ses yeux, couleur cinabre, présentent une membrane singulière partant de la partie inférieure de l'orbite et venant, au gré de l'animal, recouvrir le globe de l'œil. Son cou est recouvert d'un poil très épais, d'un gris roussâtre, traversé de quelques bandes noires. Le poitrail présente une grande marque blanche en forme de cœur. Ses pattes de 4 doigts sont armées de gros ongles beaucoup plus longs que ceux des loups ordinaires. Ses jambes sont fort grosses, surtout celles du devant, et ont la couleur de celles du chevreuil. Tout cela nous a paru une observation remarquable parce que, de l'avis de tous les chasseurs, on n'a jamais vu de loup aux pareilles couleurs. Immédiatement après, les attaques cesseront dans le pays, et le Gévaudan retrouva enfin son calme. Jean Chastel ne sera guère honoré pour cet exploit, ne touchant une bien maigre récompense de 72 livres. Il suscita le désintérêt de ses contemporains qui, semble-t-il, le considéraient comme indigne d'être le tueur de cette bête fantastique que l'on avait tant redoutée et que l'on croyait indestructible. Sa dépouille sera hâtivement enterrée par ordre du roi dans un lieu encore inconnu de nos jours. Depuis ce temps, historiens et chercheurs s'interrogent sur l'identité de la bête. Pouvait-il s'agir d'un loup, plus gros et plus intelligent que les autres, ou d'un hybride entre un loup et un chien revenu à l'état sauvage, comme un chien de type berger, berger allemand ou matin espagnol? S'agissait-il d'une hyène, importée en France par un voyageur et dont les caractéristiques correspondent à de nombreux témoignages relevés dans les rapports? On a parlé aussi d'un glouton, ou carcajou, mammifère carnivore de la taille d'un petit ours, originaire de la taïga d'Amérique du Nord, voire d'un grand singe, type babouin, ou bien encore d'un animal survivant de la préhistoire, et même d'un loup-garou. Toutes les thèses ont été envisagées, même les plus loufoques. Oui, toutes les thèses ont été envisagées, et puis abandonné. Toutefois, une piste fut un temps privilégiée, et a encore ses partisans. Cette piste nous ramène à Jean Chastel, le tueur de la bête. Celui-ci avait un fils, Antoine, un aventurier cupide qui avait été capturé par les Maures et réduit à l'état d'esclave. Il semblerait qu'il était revenu en France dans les années 1730 par l'entremise du sulfureux comte Jean-François Charles de Morangiès, qui le prit à son service. Antoine ne se serait jamais vraiment remis de sa captivité et vivait la plupart du temps en sauvage, au milieu des bois, entouré d'une troupe de matins féroces qu'il avait dressés à tuer, parmi lesquels un animal particulièrement sanguinaire, issu d'un accouplement entre un loup et un chien. De là à imaginer qu'il obéissait à son maître, Charles de Morangiès, pour lui permettre d'assouvir certaines de ses pulsions sexuelles, il n'y avait qu'un bon nombre de chercheurs franchirent, s'appuyant sur le fait que la bête s'attaquait essentiellement aux enfants et aux jeunes filles, mais aussi sur 2 constatations très curieuses que j'ai déjà signalées précédemment.
la décapitation de nombreuses victimes, dont les têtes étaient retrouvées à plusieurs dizaines de mètres, et le fait que les habits des jeunes filles étaient presque toujours mis en lambeaux. On pouvait donc supposer que c'était le résultat de l'action conjointe de l'homme et de l'animal. Les rapports entre Antoine Chastel et le comte de Morangiès étaient par ailleurs très troubles. Et on peut se demander également, dans cette hypothèse, si Jean Chastel, dont l'attitude fut souvent équivoque, était au courant des agissements de son fils et du comte. Les aurait-il protégés par son silence avant de mettre un terme à cette interminable succession de meurtres, apitoyés par le sort de la toute dernière victime, Marie d'Inty, qu'il tenait tout particulièrement en affection? Il faut signaler que l'on dénombra de 1765 à 1767 plus de 130 morts et une soixantaine de blessés imputables à la bête. Ces mêmes chercheurs qui, croyant cette possibilité, expliquaient l'invulnérabilité de la bête en raison d'une cuirasse faite en peau de sanglier tressée par la main de l'homme, peut-être celle de cet Antoine Chastel. La thèse de l'intervention humaine sera très sérieusement reprise au XXe siècle par des naturalistes, Gérard Ménatori notamment, des ornithologues comme le docteur Jean-Jacques Barlois et des historiens réputés, dont le très médiatique Alain Decaux. Avant eux déjà, Madame Haribo-Farrer, qui entreprit des recherches minutieuses sur la bête dans les années 1960, évoqua dans une plaquette aujourd'hui devenue introuvable, intitulée « La bête du Gévaudan identifiée », un personnage singulier, de haute lignée, qu'elle appelait Messire. En fait, un véritable fou sadique qui aurait trouvé refuge à l'abbaye de Mercoire, dans la forêt du même nom, lieu des débuts des exactions de la bête. Elle ne citait pas son nom, mais elle affirmait qu'il n'était pas étranger à toutes ces atrocités. Elle suscita donc la curiosité de nombreux historiens. En 1972, Alain Decaux, s'intéressant alors à l'affaire, explora la piste Messire, qui évoquait la présence humaine dans l'ombre de la bête. Il nous parla, dans ses dossiers de l'histoire, consacrés à la bête, à la télévision, d'un homme issu d'une vieille famille aristocratique, originaire du Midi, qui existerait toujours, puisque l'un de ses descendants touchait de près au pouvoir sous la Ve République entre 1960 et 1965. Mais lui aussi ne livre pas le nom de ce personnage mystérieux, en raison peut-être d'un ou de plusieurs de ses descendants bien placés à l'époque dans les hautes sphères de l'État. En 1979, l'ornithologue Jean-Jacques Barlois analysa à l'aide d'un ordinateur chaque attaque de la bête et l'état de ses victimes, et à son tour il en arriva à la conclusion qu'elles étaient toutes l'œuvre d'un sadique. Certains spécialistes de la bête assimilèrent alors trop hâtivement, et sans le moindre commencement de preuve, le comte de Morangiès au personnage mystérieux de Messire. Plus en fait qu'un serial killer déguisé en bête, évoqué par le docteur Barlois, l'hypothèse d'Alain Decaux ou de Gérard Ménatori d'un homme se servant d'une bête semble davantage crédible, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que seul l'homme est capable de fantasmes pervers. L'animal se contente de tuer pour survivre et il ne s'adonne jamais à des meurtres rituels quels qu'ils soient. En revanche, bien dressé, il peut être facilement manipulé par l'homme et devenir entre ses mains un instrument redoutable. C'est aussi ce que pense André Aubazac, auteur, il y a quelques années, d'un livret intitulé « Une bête en Gévaudan » qui nous donne
toutes les clés pour découvrir son hypothèse. L'homme plutôt que la bête. L'homme plutôt que la bête. Oui. Et après avoir étudié de près cette affaire, voyez-vous, au travers de nombreux documents et témoignages de l'époque, je ne suis pas loin de partager son analyse. Alors, l'énigme de la bête du Gévaudan est-elle élucidée, ou sur le point de l'être? Sur le point de l'être? Peut-être, si l'on en croit André Aubazac qui vient d'exhumer récemment de nouveaux documents. Ces documents devraient contribuer à percer enfin ce mystère vieux de presque 300 ans. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que derrière la bête, il y a assurément l'homme. Ou, pour dire les choses autrement, la véritable bête dans le Gévaudan de cette fin du XVIIIe siècle, c'est l'homme. Nous vous remercions.